Bonsoir, mesdames, messieurs. Bonne fin d'après-midi. Je m'appelle Hugues Baudouin-Dumouchel et je vous souhaite la bienvenue à cet entretien ce soir en direct de l'ambassade de France et retransmis via, bien sûr, Zoom et les réseaux sociaux et la technologie. Cette rencontre entre l'auteur Pierre Sandors et l'auteur José Clair. Merci beaucoup d'être avec nous. Bien sûr, cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la fantastique résidence du Salon du Livre de l'Outaouais et de l'ambassade de France. Et peut-être êtes-vous au courant, il y a une espèce de pandémie qui sévit depuis quelques semaines déjà à tout le moins, qui fait en sorte que la résidence fantastique est un petit peu différente cette année en ce sens que notre auteur de la France ne peut être avec nous et ne pourra être à la maison Fairview tel que prévu. Il sera avec nous bien sûr virtuellement pour différentes activités tout au cours du mois. Il est bien sûr avec nous aussi virtuellement ce soir. Alors, pour nous en parler davantage de cette résidence et nous parler aussi davantage de cet auteur, je cède la parole à Madame l'ambassadrice de France, Madame Karine Rispal. Bienvenue à vous, amoureux de la plume et passionnés de littérature, en particulier de l'étrange et du fantastique, dans ces salons de l'ambassade de France au Canada. Je suis heureuse de lancer la seconde édition de la Fantastique Résidence, qui se déroulera cette année du 2 au 27 novembre, en partenariat avec le Salon du Livre de l'Outaouais, la ville de Gatineau et l'Association des auteurs et des auteurs de l'Outaouais. Je félicite en particulier tous nos partenaires pour leur volonté de maintenir cette résidence littéraire en dépit de la crise sanitaire, grâce à leur capacité d'adaptation et de créativité. Signe du succès de la première édition de la résidence, mais aussi du désir des artistes de continuer selon cette formule, nous avons reçu de nombreuses candidatures pour cette édition de la Fantastique Résidence et cela nous donne raison de vouloir continuer. Après le processus de sélection, c'est cette année Monsieur Pierre Sandors, écrivain et poète français, qui a été sélectionné pour la résidence. Monsieur Sandors est né en Haute-Savoie, il a fait ses études d'art à Lyon. Il a vécu également à l'étranger, en Irlande, en Écosse et en République tchèque. Il est jumelé pour cette résidence au romancier et poète de l'Outaouais, Monsieur José Clair, dont la candidature a été retenue par l'Association des auteurs et des auteurs de l'Outaouais. Si la résidence n'a pas réellement lieu dans la magnifique maison Fairview à Gatineau en raison de la crise, Monsieur Sandors aura un agenda canadien bien chargé. Il aura des entretiens croisés avec des auteurs québécois, il participera à la nuit de l'étrangeté avec plusieurs auteurs, il participera également au book club de l'ENIC et il participera enfin au Salon du Livre de Montréal et à la Maison de la littérature du Québec. Je vous souhaite donc à toutes et à tous une agréable soirée d'échanges littéraires entre nos deux écrivains jumelés, en espérant que leurs échanges soient particulièrement créatifs et représentatifs de leur génération et du genre fantastique propre à notre résidence. Je vous souhaite donc à toutes et à tous un bon mois de novembre, placé sous le signe du livre fantastique. Merci beaucoup, Madame l'ambassadrice. Alors, bonsoir, Pierre Sandors. On vous a présenté un petit peu. Vous êtes l'auteur de plus d'une quinzaine de publications, dont Silence Moon, une des plus récentes, et celle que j'ai lue en préparation à notre entretien. Merci beaucoup d'être avec nous, malgré l'heure tardive, parce qu'il faut le dire. Hein, et Madame l'ambassadrice l'a souligné, évidemment, pandémie oblige. Vous êtes resté en France avec le décalage horaire. J'ai souhaité bonne soirée tout à l'heure, mais c'est plutôt bonne fin de soirée dans votre cas. Merci beaucoup d'être avec nous, Pierre. Merci à vous également et bienvenue. Et José Clair, qui est bien sûr l'auteur jumelé de l'Association des auteurs et auteurs de l'Outaouais et qui donc est dans la région et qui donc peut être ici en personne avec moi à l'ambassade de France. Il faut le souligner, cette magnifique salle. Vous êtes poète et slameur originaire de Mont-Laurier. Vous avez écrit entre autres le récit poétique à l'abattoir des anges et aussi un des plus récents, Le Mordre jusqu'au sang, dans le Rouge à lèvres. Dans les deux cas, c'est publié chez l'Interligne. Ce sont les deux publications que j'ai lues en préparation de notre entretien. Bonsoir, merci d'être là, José. Bonsoir, merci Hugues. Et je voudrais prévenir tout le monde, oui. On a vraiment 2 mètres dans lesquels peuvent voyager le COVID, mais qui nous effleureront pas, alors on est safe. C'est ça, exactement. On respecte la distanciation et vous, Pierre, vous êtes entre nous deux.
mais vous êtes en fait à plusieurs milliers de kilomètres entre nous. Alors, on a parlé de cette résidence fantastique, justement. C'est là un petit peu le terme qui unit et qui unifie aussi, en quelque sorte, l'idée maîtresse derrière cette résidence. Alors, on va lancer le bal avec ce mot-là. Et je vous pose la question en premier, Pierre. Le mot fantastique, qu'est-ce que ça évoque chez vous? Une forme d'interrègne, je dirais, entre ce que l'on appelle, ce que l'on perçoit comme l'ordinaire, le quotidien, le banal, le routinier, et justement tout ce qui est un petit peu l'opposé, qui est à sa frontière, qui commence à basculer dans quelque chose qui sort de l'ordinaire, qui est hors du commun, et qui touche à une dimension d'inconnu, mais aussi de familiarité, étrangement. C'est quelque chose qui nous est extrêmement inconnu, qui peut nous faire peur, qui nous effraie aussi d'une certaine manière, mais voilà, que l'on reconnaît également. Donc, le fantastique peut nous être familier, c'est ce que vous dites. Tout à fait. Oui. Je pense que le fantastique, au moment donné, si on le perçoit, on le ressent, c'est quand on le détecte. Donc, quelque part, on en a connaissance, on en sent l'approche. Josée Claire, le mot fantastique, qu'est-ce que ça évoque chez vous? Alors, ça va indiquer quelque chose aux Québécois ou aux Canadiens français. C'est un produit de nettoyage, le fantastique. Mais c'est pas un calembour, c'est vrai. Parce que ça nettoie. Ça nettoie le réel. Ça le décrasse des préjugés, du statu quo. Et ça fait éclater une énergie incroyable lorsqu'on fait le doigt sur la gâchette de cette bouteille de plastique où tout d'un coup, tout devient clair, tout devient Josée Claire. Et pour moi, le fantastique, c'est rendre pur ce qui aurait pu être des miasmes de la réalité avec laquelle, de toute façon, vous et moi, on ne sait pas quoi en faire. Puis vous, justement, je sais quand vous écrivez, Josée Claire, vous aimez faire éclater la réalité. Donc, vous définiriez-vous comme un auteur fantastique dans ce sens-là? Oui, j'emploierais le terme à la Dali, surréaliste. Moi, je suis un peintre raté, j'ai jamais essayé de faire un tableau, mais justement, avec mes mots, j'essaie de faire cohabiter des images, donner à voir, au lieu de donner seulement à lire. C'est pas toujours évident, ça. Je reviens à vous, Pierre Sanders. On parlait de fantastique. Avec vous, on peut aussi parler d'énigmes, parce que je pense que ça se retrouve dans plusieurs de vos publications. Et à ce sujet, vous avez dit en entrevue, il y a une part d'énigmes fondamentale dans tout ce que j'écris. Pourquoi cette part d'énigmes? Pour accrocher les gens? Non, du tout. C'est pas tout simplement parce que pour moi, dans la vie, il y a une part d'énigmes fondamentale. Elle est centrale au quotidien. Je vis dans l'inconnu. On peut tout à fait se définir tel que, par exemple, l'écrivain, mais pour moi, c'est un masque, d'une certaine manière, puisque j'ai une pratique d'écriture, mais cette pratique d'écriture, elle m'habite, j'en fais partie, elle m'incorpore, mais en même temps, je suis bien plus qu'une fonction, qu'un rôle, et derrière tous ces paravents, d'une certaine manière, il y a une autre réalité. José en parlait, on l'évoquait, une forme de réalité qui est là, qui est fulgurante, et qui est un petit peu comme une chute d'eau qui est constamment là, derrière vous, et que vous percevez, mais parce que vous êtes dans une occupation, dans une société, dans une activité, vous avez une forme il y a une forme d'écran entre cette réalité-là et la société dans laquelle on évolue. Et moi, justement, je suis constamment, pour des raisons que je ne pourrais pas exactement analyser maintenant, mais pour moi, c'est très fort. Je sens cette perception de l'autre réalité qui est en fait, pour moi, la vraie réalité, qui est au-delà de la société, qui est au-delà de l'humain même, qui est du monde, on dirait, non humain, qui n'est pas inhumain, mais non humain, c'est-à-dire le monde des animaux, le monde, la montagne, j'évoquais la montagne tout à l'heure. Et ce monde-là, la nature, qui va au-delà même de la nature, pour moi, il est fantastique en un sens, c'est de l'inconnu. C'est toujours quelque chose qui nous dépasse, mais qui en même temps nous interpelle de très près. Est-ce que vous écrivez pour tenter de donner une forme à cet inconnu? Oui, de lui donner voix. Je pense que l'écriture, pour moi, la parole, curieusement, je suis venu d'abord par l'image. J'ai fait des études d'art, je pensais plutôt aller dans la bande dessinée ou la peinture. Puis les mots sont venus et m'ont connecté à cette dimension intérieure qui, justement, est une dimension non verbale à l'origine. Je pense réellement que là, on revient un petit peu aux premiers hommes, je pense, sur Terre, qui n'avaient pas le langage tel que nous l'avons aujourd'hui, pas cette maîtrise-là en tout cas,
et qui fonctionnait visuellement, qui parlait, il lisait les signes qu'il voyait devant eux, il lisait le monde tel qu'un livre d'images, et en même temps, il y avait les rythmes, il y avait les sonorités, il y avait la musique. Donc pour moi, ce monde-là, il est toujours au-delà des mots, mais c'est là le paradoxe, et c'est là tout l'intérêt également, c'est comment rendre compte de cette réalité-là que je perçois, silencieusement d'une certaine manière, mais avec beaucoup d'effervescence, d'animation dans ce silence-là, et comment lui donner les mots les plus précis pour la rendre visible. Voilà. Oui, parce que vraiment une recherche, je dirais, du vocabulaire qui se passe chez vous. On y reviendra. On parlait justement, on parlait de faire image un petit peu plus tôt, et là, on vient de parler de rythme, de sonorité. Ça me fait penser à la poésie, évidemment. Josée Claire, pourquoi la poésie? Pour gueuler. C'est une façon de faire. Parce que Mais vous n'êtes pas toujours en majuscule dans vos poèmes. Oui, moi, je suis toujours en majuscule. Ah oui? Je suis toujours debout, face à l'inconnu, comme disait Pierre. Il y a de l'inconnu derrière, en moi et devant. Et autant cette trilogie-là, qui n'est pas sainte, mais qui serait plutôt insane, me guide dans tout. Puis la poésie, c'est mon premier avatar, mon premier jeu. J'ai commencé à écrire à 14 ans. C'est un exutoire. Oui, mais c'est une recherche de soi aussi. Une recherche pour aller le plus profond, comme un spéléologue de l'âme, en fait. Puis c'est pas venu tout de suite que je voulais garrocher ça aux gens. C'est devenu une armure, mais aussi le goût de débandeler une momie. Ah. De partir à la recherche de moi, ça peut avoir l'air égocentrique, mais ça l'est peut-être un peu, mais le centre, c'est la quintessence de soi. Et pour moi, c'est très important. Mais la poésie, c'est surtout parce que j'étais amoureux de Jean Cocteau et j'avais envie d'être comme lui. J'avais envie d'être un homme, j'avais envie d'être gay, puis j'avais envie d'être poète. Et jusqu'à maintenant, je pense qu'une fois adulte, j'ai réalisé mes rêves d'enfant et je suis bien content de ça. En partie grâce à la poésie? Oui. Oui. Cette respiration-là, de pouvoir faire des mots, en fait, comme on dit, faire du bois, de faire des flèches de tout bois, mais de faire avec les mots des paysages, des folies dures ou des folies douces et partir à l'aventure. Mes poèmes, c'est comme des questions. Je me sens comme un sphinx avec les énigmes. Et c'est au lecteur ou à celui qui m'écoute de trouver ses propres réponses à cette personne-là, pas à moi. Oui, des fois, il faut justement faire confiance au lecteur. Vous aussi, Pierre Sanders, faites beaucoup confiance au lecteur. Il y a une part assez onirique aussi dans ce que vous écrivez, du moins, c'est ce que j'ai trouvé, moi, en lisant Silence Moon. Et on parlait de l'énigmatique. Et j'aimerais un petit peu parler de votre plus récent roman, justement, dans lequel il y a un personnage, Herrn Heimlich, qui, et là on touche au fantastique et à l'énigmatique, qui dès le début du roman, je pense à la fin du 2e chapitre, reçoit un faire-part de décès à son nom. Justement, qui est-il, ce personnage-là? Et ce personnage-là, en fait, je fais aussi référence dans ce roman à une œuvre qui m'a précédé et qui m'a fortement inspiré. José parlait de Jean Cocteau pour sa part. Moi, de ma part, à peu près à cet âge-là, vers 14 ans, j'avais la figure de Hermann Hesse qui était très forte, surtout quand j'ai lu Démian, puis Le Loup des Steppes. Donc c'est justement ce roman-là qui a été écrit en 1927, que j'ai lu et relu et qui m'a fasciné au point que j'ai voulu non pas en écrire une suite, mais en faire une sorte d'hommage, tirer un fil de ce roman-là pour poursuivre le mien. Donc Herrn Heimlich, c'est un personnage qui a rencontré le Loup des Steppes. C'est cet homme qu'on appelle le Loup des Steppes, que l'on surnomme le Loup des Steppes. Henri Haller. Qui de son vrai nom s'appelle Harry Haller, voilà. Il l'a rencontré, il a vécu auprès de lui pendant 10 mois à peu près, avant de le perdre de vue, puisque le Loup des Steppes disparaît aussi rapidement qu'il est apparu. Mais il a sa présence, l'essence qui transparaît de lui, tout ce qui émane de cette forte personnalité, lui fait un tel impact que des années après, ça se passe 10 ans après la rencontre avec le Loup des Steppes, on voit de quelle manière sa vie en a été bouleversée. Et c'est qui le Loup des Steppes, finalement, pour ceux qui n'ont pas lu le roman de Hermann Hesse? Le Loup des Steppes, c'est un homme d'une cinquantaine d'années, qui est un intellectuel, qui est inadapté dans la société, c'est une époque juste de l'après-guerre ou de l'autre guerre également, entre les deux guerres, et qui s'oppose fortement aux croyances et aux conventions de son époque, et qui pour ça est marginalisé. C'est une personne qui vit dans la marge
et qui a en même temps un regard extrêmement pénétrant et lucide sur ce qui se passe dans les coulisses, justement. Et pourquoi c'est venu vous chercher, vous, à 14 ans? Et même par après, assez pour que vous y écriviez, comme vous dites, pas une suite, mais plus un hommage, ou du moins que vous vous en inspiriez tant? Ça, c'est toute la magie de la littérature, justement. Pourquoi un livre, plutôt qu'un autre, vous interpelle et a un tel effet sur vous? Même, je pourrais vous dire que je ne connaissais rien d'Hermanès au moment où j'ai tiré un livre dans la bibliothèque. Je n'avais jamais entendu parler de lui. Simplement, le titre m'a interpellé. Et puis, vous savez, c'est comme quand vous allez dans une librairie, c'est plus que la couverture, parfois. C'est le nom de l'auteur, c'est aussi le titre, et puis quelque chose qui transparaît du livre. Je suis vraiment persuadé que là, on a une perception, un sens, peut-être un sixième, un septième, je ne sais pas, mais un sens qui nous permet comme pour des personnes que l'on va rencontrer pour la première fois, un sens qui nous permet déjà d'anticiper ou du moins de sentir que cette personne-là ou ce livre-là, il a quelque chose de fort, de précieux pour nous, qui va éveiller quelque chose de profond en nous. Et ça a été le cas. Et ça arrive que très peu de fois, en fait, dans une vie. Et Hermanès, c'était justement une rencontre qui a été extrêmement forte pour moi à 14 ans et qui a continué. Clairement déterminante. José, vous, ça vous arrive là, justement de ressentir cette espèce d'attraction, cet instinct envers un livre, envers une œuvre? Envers les gens, parce que je crois que quand on lit un livre, on va à la rencontre de l'auteur avec justement les mots qu'il a fabriqués et on le phagocyte, en fait, on le digère. Mais justement, c'est magique. Et moi, je crois que lorsqu'on rencontre des gens ou on rencontre une œuvre, c'est l'écho. C'est l'écho qu'on reçoit en soi qui va faire qu'on va devenir amis ou ennemis. Vous parliez de Jean Cocteau plus tôt. Qu'est-ce qui vous a attiré, justement, chez Jean Cocteau? C'est le film Orphée avec Jean Marais, tout simplement. Et je devais avoir 5-6 ans. Le film était en noir et blanc. Je ne sais pas si la télé est en noir et blanc. C'est quand même dans les années 60. Alors, justement, moi, c'est l'esthétique que j'ai trouvée comme gamine face à ce monument de film qui m'a tellement interpellée que j'ai eu envie d'être dans ce film. J'ai eu envie d'être la mort, qui est le personnage pour moi, qui est principal dans Orphée. Pourquoi vous êtes identifié à ce personnage-là? Je sais pas, puis à 5 ans, je crois que tout est mélangé, c'est comme une plotte d'émotions dans la tête. Mais il y avait un écho, il y avait vraiment un écho qui dépassait mon corps, qui dépassait mon laurier ou mon salon du 281 Chapelot. C'était universel, c'était une étincelle. Ce film est venu mettre le feu, et le feu sacré ou le feu au cul, justement à José Clair qui deviendrait un jour cet homme-là qui parlerait ici de littérature avec M. Sandors. Vous dites « j'écris ce que je peux pas vivre ». Donc, à quel point la poésie est une affirmation de soi pour José Clair? Justement, lorsque j'ai commencé à 14 ans, je pouvais pas être un gars. Dans les années 70, là, on parlait pas de transsexualité. Donc, je m'identifiais à un homme, j'écrivais comme un homme, c'était d'accorder mes participes passés, mes adjectifs. Et mes professeurs me chicanaient tout le temps parce qu'ils trouvaient que j'étais une piètre étudiante en français. Mais moi, j'avais envie de leur expliquer, mais ça ne s'expliquait pas. Non, surtout à l'époque. Mais justement, et même aujourd'hui, je ne vis toujours pas certaines choses. Les amours, par exemple. Donc, je les écris, je fantasme, j'écris là-dessus, j'ai une muse, mais je n'ai pas les deux mains dans la volupté. Mais donc, justement, la poésie, pour vous, permet de pallier cela. De le vivre. De le vivre, carrément. Parce que pendant que je l'écris, je le vis. Cette émotion d'orgasme-là, je l'ai en l'écrivant. Et j'espère toujours que ça va arriver un jour. Je l'espère. Vous, Pierre Sandors, des orgasmes en écrivant, vous aussi, ou c'est juste une affaire chez José? Non, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un orgasme en écrivant. Mais non, il y a des moments de très grande ouverture de perception, ça c'est vrai, de très grand éveil, qui est une forme de jouissance, ça c'est très juste également, puisque plus on est en état de réceptivité et de présence également, plus on a cette forme d'essence à l'intérieur qui rayonne, et on est dans une forme de plénitude qui est une forme de radiance intérieure. Et vous faites de la poésie aussi, Pierre. D'ailleurs, sur votre blog, je lisais ceci. Vous dites « La poésie passe au tamis le paillettement du réel pour en extraire l'incandescence ». Qu'est-ce que vous essayez de communiquer quand vous faites de la poésie, justement?
Justement, j'essaye pas de communiquer forcément quelque chose. C'est la poésie qui, à travers moi, prend la parole. Je lui la laisse parler. Je lui donne voix, si vous voulez. Il y a une forme. Je parlais tout à l'heure de cette dimension non verbale qui est très forte, à laquelle je me sens relié, et qui vient de l'enfance déjà, par les perceptions de l'enfant, avant même d'étudier la poésie, de connaître la poésie à l'école. Je la percevais dans le paysage, dans un arbre, dans les éléments qui étaient autour de moi. Et ces dimensions-là étaient très fortes, et c'était avant même l'acquisition du langage. Ah oui. Donc, c'est plus une forme de... Oui, je sais pas comment mettre les mots dessus. C'est vraiment c'est très physique en même temps. C'est très physique et viscéral. C'est profond. Et en même temps, c'est très aussi à la surface, c'est épidermique. Vous êtes complètement relié aux choses et aux éléments, et vous êtes dans cette vibration-là. Et la poésie, effectivement, elle vient par certains moments. Je sais que, par exemple, je vais écrire quelque chose qui va être plus de l'ordre de la poésie telle qu'on l'entend, le poème, une forme concise. Et en même temps, je sens que parfois que la poésie prend une forme plus romancée, avec plus de volume, ça va devenir plus romanesque. Vous savez, quand on évoque Cocteau, j'ai toujours admiré sa manière de définir les catégories littéraires. Il disait non, il n'y a pas de roman, il n'y a pas de théâtre, il n'y a pas d'essai. Il y a poésie d'essai, il y a poésie de roman, il y a poésie de théâtre, il y a poésie de poésie. Donc ça, j'ai toujours adhéré à cette manière de voir. Là, je voulais vous parler brièvement, parce qu'on évoquait le loup des steppes, de votre autre publication, Tractatus Solitarius, et dire qu'il y avait de la poésie là-dedans, mais là, je ne sais pas si je vais être en porte-à-faux avec Cocteau, mais pouvez-vous nous parler justement de cette œuvre-là? Alors, ça a été écrit en parallèle. En fait, quand je parlais de loup des steppes d'Hermanès, il y a un traité à l'intérieur de ce roman, oui. Traité du loup des steppes, justement. Et comme je faisais un hommage à ce roman-là, d'une certaine manière, j'ai voulu non pas coller à l'œuvre de Hermanès, mais je m'étais dit, ce serait intéressant de faire aussi une forme de traité. Mais il ne s'incorporait pas dans le roman, et pourtant, il s'écrivait en parallèle. Alors, je l'ai écrit en parallèle, et puis c'est devenu un texte un petit peu à côté, qui est un texte beaucoup plus incisif et une forme d'immersion. On va dans les mines intérieures, un peu en dessous de la terre, en dessous de l'être. Et on va dans une forme d'exploration très concise, très compacte à la fois. Donc il y a une forme, j'osais parler de spéléologie tout à l'heure dans les littératures, dans l'écriture, et c'est vrai qu'il y a cette manière-là de s'enfoncer dans des galeries intérieures, de déboucher dans des salles qui sont obscures et qu'on éclaire peu à peu. Oui, dans ce texte-là, je pense qu'on est plus dans l'ordre de cette exploration-là que dans le roman. Je sens une certaine introspection, et je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a José aussi de ce côté-ci qui opine du bonnet. Je vais juste prendre quelques instants pour rappeler aux gens qui nous écoutent via les différentes plateformes que vous pouvez aussi nous faire part de vos questions. Et puis, avant la fin de l'entretien, j'aurai peut-être la chance d'en poser quelques-unes, donc n'hésitez pas à nous en faire part. J'aimerais parler du processus d'écriture. Vous venez de l'évoquer un petit peu, Pierre. Bon, puis José, vous avez parlé de spéléologie. Je comprends qu'il y a un certain voyage à l'intérieur. Plus précisément, Pierre, votre processus d'écriture, ça fonctionne comment? Parce que là, vous allez faire partie de cette résidence d'écriture qui, bon, a priori, vous étiez des nôtres, là, ici, dans une maison, là, plus ou moins isolée. Là, vous êtes plus confinés chez vous, manifestement, pandémie oblige. Mais comment ça se passe pour vous, l'écriture? Est-ce que vous vous asseyez à votre ordinateur de 9 à 5 tous les jours, ou c'est parfois de façon boulimique, et puis parfois c'est la sécheresse pendant 2 semaines? Ça fonctionne comment chez vous? C'est très organique. Chaque livre est différent et va vous impulser un rythme intérieur et un monde, une dimension d'imaginaire très différente l'une de l'autre. J'écris souvent à partir d'une image. Il y a un peu comme un cinéaste. Souvent, on parle de David Lynch, je pense à Twin Peaks, à la série, et il a eu une image, je crois, d'un rideau qui flottait un petit peu à travers une fenêtre. Et il était très intéressé et très fasciné par cette image et comment d'essayer de dérouler l'histoire qui se passait à ce moment-là. Moi, ça fonctionne un peu comme ça. J'ai des flashs comme ça. J'ai des images très, très récurrentes et assez fortes pas seulement des images, puisqu'elles aussi, elles impulsent une ambiance, une atmosphère. Et tout ça m'envahit. C'est une forme de montée un peu de l'inconscient, du moins ce qu'on appelle l'inconscient. Quelque chose qui est enfui en nous et qui en même temps émerge lentement et qui n'a
qui ne parle pas à ce moment-là. Et c'est à moi d'entrer de m'immerger dans cette matière, dans cette substance qui est intérieure, qui arrive à la surface et qui affleure. Et moi, je suis dans un état de très grande réceptivité à ce moment-là, de disponibilité. Donc l'écriture, dès que j'ai cette amorce-là, avec l'image, avec les premiers mots qui vont surgir, mon rôle, c'est d'être présent. Donc effectivement, mon engagement est tel que ça sera quotidien, pas forcément de telle heure à telle heure, mais je vais être, selon l'inspiration, je vais être dans une totale immersion. Ça peut durer des mois, ça peut durer des années ou des moments très, très courts. Dans le cas de la poésie, ça peut être un mois d'une manière très fulgurante. Mais ça peut demander de la patience aussi des fois quand on attend justement que ça remonte à la surface, comme vous dites. Il faut beaucoup de patience, effectivement, et même je dirais de lâcher prise. À un moment donné, c'est comme si on n'attendait plus quelque chose, et en même temps, le fait d'être là, c'est comme si on était en face de quelque chose de nocturne. On ne voit pas forcément ce qui se trouve là derrière nous, devant nous, autour de nous, et en même temps, par notre présence, on dit voilà, je suis là, j'attends. Et même si rien n'arrive, il faut être présent. Curieusement, parce que c'est dans une perception qui nous disent que rien n'arrive, mais je suis persuadé que les choses arrivent quand même. Et souvent, c'est à ce moment-là où je sens qu'il n'y a rien du tout, que l'instant d'après, il y a quelque chose qui se passe. Il ne faut pas désespérer. Josée Claire, dans l'Abattoir des anges, votre personnage dit « Les mots partent du ventre, non de la tête ». C'est la fameuse matrice, c'est le creuset de Nostradamus où il voyait les planètes et les événements à venir. Alors justement, pour moi, le ventre, c'est symbolique, c'est tellement important. Et aussi parce qu'on l'a creusé, parce que les chirurgiens m'ont creusé le ventre pour y sortir tout ce qu'il y avait à sortir. Et pour moi, c'est fondamental. Mais je vais revenir sur ce que Pierre disait, et je trouve qu'il parle tellement bien. On est comme sur la même longueur d'onde, bien qu'on n'est pas dans le même fuseau horaire. Mais justement, il part d'images, et souvent je pars d'images, autant l'image qui est figée dans un livre que celle que m'offre ma fenêtre qui se prend pour un Magritte. Alors, une image vaut 1000 mots, bien moi, je donne 1000 mots. Voilà. Est-ce que c'est spontané chez vous? Oui, moi, je suis un éjaculateur précoce. Vraiment, ça n'arrête jamais. Mais comme disait Cocteau, on est le secrétaire d'une force plus grande que nous, qui nous dicte l'œuvre. Moi, je me sens comme ça. Et c'est comme un patron intraitable. Je vais aller manger un sandwich et il veut pas. Il veut que je continue à écrire, à taper sur le clavier parce qu'il a peur que tout d'un coup, le contour du sandwich lui fasse oublier le contour de l'histoire. Mais là, vous avez donc beaucoup d'images qui vous arrivent en tête, justement, que vous écrivez, que vous recensez, que vous colligez. Mais comment qu'on met de l'ordre dans tout ça? Mais le désordre, ça peut être une beauté incroyable. Puis qu'est-ce qui peut être un désordre pour moi peut sembler un ordre pour quelqu'un d'autre. Je censure pas. Pierre disait, on accepte, on est ouvert, mais aussi la vulnérabilité d'être attentif à ce qui se passe autour et en soi. Ensuite, quand on amène ça chez un éditeur, par contre, comment ça se passe? Parce que des fois, les éditeurs, ils n'ont pas la même vision de la chose. Ah, je vous vois soupirer. Non, je ne pourrais pas rentrer dans les détails, mais ce que je veux dire, c'est que déjà, le présenter à un éditeur, c'est une autre étape. Oui. On devient dans la logistique et le logique. Ah. Mais moi, je suis très docile avec un éditeur. Alors, s'il me demande de changer quelque chose, je vais le faire. Ah oui? Vous, Oui. Pierre, avec les éditeurs, ça se passe comment, effectivement? J'ai eu la chance jusqu'ici, en principe, ils ont une assez grande écoute et une forme de respect par rapport à ce qui a été donné. Alors, quand je soumets une œuvre à un éditeur, je l'ai quand même beaucoup travaillé, je l'ai porté pendant des années, dans la majorité des cas. Donc, il y a quand même un travail de relecture, il y a un grand travail un peu comme un sculpteur qui va retirer des parties et qui reste, pour moi, c'est ce qui est dans la justesse de ce qui m'a été donné au départ, dans l'origine du texte. Et parfois, il peut y avoir des avis d'un éditeur sur des parties du texte qui, eux, ils enlèveraient. Mais si je sens que c'est dans l'intégrité du texte, je maintiens, j'insiste à le tenir. Vous parlez de votre inspiration tout à l'heure, qui me semble pour moi le processus d'écriture. Mais ensuite, quand on est rendu à fignoler, à peaufiner un manuscrit, là, on est plus dans la réécriture. Est-ce que ça se passe de la même façon pour vous? Ou c'est plus un travail, on va dire, cérébral, je vous dirais?
Alors c'est différent, effectivement, quand il y a la réécriture, parce que je sais qu'il y a déjà une matière qui est là, un peu comme le sculpteur, le bloc a déjà été taillé et sculpté, et je sais qu'il y a cette matière-là, mais je suis toujours relié à la ligne de vie de l'œuvre, et je sens, elle me véhicule également, elle continue à me véhiculer même dans l'architecture qui est déjà posée, et je sais que je peux retoucher certaines choses, mais en intelligence toujours, avec quand je vous en parle, j'ai l'impression de parler j'écris avec une autre personne. C'est presque ça. Et c'est pas qu'on me dicte directement les mots, mais je sais quand je dévie de la ligne. Je sais que la ligne de vie, je suis en train de changer de chemin ou de dévier. Qu'est-ce qui vous fait dire ça à ce moment-là? Parce que je ne suis plus dans une fluidité, je ne suis plus dans un flux, dans la même vibration, dans la même intensité. Et je sais que je suis en train de perdre le contact. À ce moment-là, je me recentre, je me relie, et je retrouve où est le passage à conserver et à conserver les lignes. C'est intéressant. Vous, José, je vous vois encore Mais opiner du bonnet. Cocteau disait ça, justement, je ne me souviens pas dans quelle œuvre il était en train d'écrire, mais il disait qu'il avait forcé les phrases et tout ça, et que tout d'un coup, il avait vu une période de temps, je crois c'est 17 semaines ou 17 jours, où ce que là, il était tari. Il n'y avait plus un mot qui venait, parce qu'il avait forcé sa ligne. C'est une sorte de viol intérieur pour aller plus vite, parce qu'on croit qu'on est là, et on dévie, on prend le champ, et on n'est plus sur la route. Comment est-ce qu'on revient sur la route? Je pense qu'il faut attendre. C'est comme une pâte. C'est du pâte à papier qu'on fait, mais la pâte, justement, il faut la laisser reposer pour pouvoir la retravailler, peut-être autrement, avec d'autres mains, avec d'autres gestes, qui vont s'habituer à la pâte, qui vont l'apprivoiser. Puis ensemble, la pâte, c'est nos mots. Et ensemble, on va pouvoir aller plus loin. Je ne sais pas s'il y a des questions du public. Je vous rappelle que vous pouvez nous en faire parvenir. N'hésitez pas à le faire. Je ne vous garantis pas que je pourrai toutes les poser, mais ça me fait plaisir d'en poser quelques-unes. Et j'en ai une que je lis à l'instant. Qu'est-ce que ça inspire aux auteurs, ce dialogue numérique devant des gens sans visage qui écoutent? Ça, c'est une bonne question. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire? On a ce dialogue-là. C'est dans le cadre d'une fantastique résidence. Vous allez travailler, bien sûr, à 4 ou 5 000 km de distance. En fait, je n'ai pas fait le Google Maps avant de venir ici. Mais ça vous fait quoi, justement, d'avoir ce dialogue sans voir les gens qui vous écoutent? Je commence avec vous, Pierre. Moi, je dirais que c'est la même relation qu'avec les lecteurs et les lectrices. Ce sont des personnes, des individus que je ne vois pas au moment où j'écris ou que j'ai terminé d'écrire, que je vais lire, et qui sont là, qui sont présents pour moi. Donc là, je me sens dans la même relation, la même dynamique. Bon, vous n'aurez rien perdu au change du fait que vous venez pas ici, sauf peut-être la chance d'être à l'ambassade de France dans cette, je le répète, magnifique salle. Et puis aussi de visiter la maison Fairview, qui est fantastique en plusieurs niveaux. Premièrement, parce que fantastique sur le plan du patrimoine, fantastique aussi parce qu'on dit qu'elle est hantée aussi. Ça, je sais pas si c'est le cas. Mais vous, José Claire, qu'est-ce que ça vous fait justement d'avoir ce dialogue avec Pierre par écran interposé et puis des gens qui nous écrivent des questions? Mais les gens, c'est l'invisible, hein? On les voit pas. Ils sont pas là devant nous. On lit au Salon du Livre, on a la possibilité d'avoir nos lecteurs qui viennent nous voler une signature. Mais sinon, le contact, moi, je l'ai jamais. J'écris pour des invisibles, avec tout le visible que j'ai en dedans, puis ça voyage bien. Avec Pierre, on a déjà notre prochaine rencontre Zoom, c'est le mot à la mode, avec préférentiel. Alors, on va être ensemble dans cette maison, et je sais qu'elle est hantée. On dit que les murs ont des oreilles, eh bien, les murs de la maison F ont des bouches. Et ça va déboucher sur une grande œuvre. Déjà, je suis en train de tenir un journal de résidence. Ça va très bien. Et j'ai de la misère de m'extraire de cette maison-là pour retourner le soir chez moi. Tellement, il y a une présence incroyable. Et c'est le fun d'être justement disponible pour l'accueillir sans aucune logique, aucun raisonnable. Juste s'amuser à être là avec de l'invisible tout autour. Vous allez nous parler avec la bouche de vos murs. Oui. Vous, Pierre, effectivement, pour cette résidence, à quoi vous attendez-vous? Justement, j'essaie de ne pas avoir d'attente, de me rendre très disponible. Je suis dans la découverte, je suis dans le tâtonnement. Et c'est une manière d'être réceptif, justement. C'est pour moi très important. Et effectivement,
Je rebondirai sur ce que dit José. Pour moi, la matière de l'écriture même, c'est d'être relié à l'invisible, tout ce que l'on perçoit mais qui n'est pas forcément devant nous, qui devient pas inapparent. Et il y a un aspect de la résidence qui est manquant, bien sûr, parce que pour moi, j'écris énormément. C'est très important pour moi d'aller dans les lieux pour voir les lumières, pour sentir les sensations, les odeurs. Donc, tout cet aspect-là va manquer dans cette résidence-là. Mais il y a autre chose qui s'est mis en place, cette forme de résidence virtuelle que je n'ai jamais explorée jusqu'avant. Donc, c'est quelque chose de nouveau et que je vais... En même temps, il y a une réelle rencontre avec José. Il y a une réelle rencontre avec vous-même ce soir. Donc, c'est une autre matière, une autre manière d'avancer dans l'inconnu. Je vais prendre une autre question du public. La prochaine, elle s'adresse à vous, Pierre. Monsieur Sandors, est-ce que Silence Moon ferait une belle œuvre au cinéma? Moi, j'ai mon opinion sur la question, mais je vais vous laisser répondre puisque c'est votre œuvre. Tout dépend du regard de la réalisatrice ou du réalisateur. Tout est réalisable, je pense, tout est filmable à un moment donné. Ce serait vraiment une œuvre. Il faudrait que ce soit un réalisateur ou une réalisatrice qui attache une très grande importance aux nuances, aux atmosphères. Et vous savez, un peu comme dans le film noir américain des années 40. Oui, c'est ça que ça fait penser. Il y a des séquences il faut qu'elles soient presque non muettes, presque. Voilà. Effectivement. Est-ce que vous aimeriez écrire pour le cinéma? Alors, j'ai écrit, j'ai coécrit un scénario avec un réalisateur, mais c'est une autre forme d'écriture. C'est pas du tout la même chose. On écrit pour un écran. On écrit pour quelque chose qui va être filmé. C'est pas la même chose. C'est pas du tout la même relation que qu'on écrit un roman ou un poème. Mais est-ce que vous aimez ça? Je connais assez peu. J'ai eu une première expérience, mais j'ai un peu pas de méfiance, mais je préfère être quand même devant ma page moi-même. Je peux comprendre ça. Vous, José, est-ce qu'il y a d'autres formes d'écriture qui vous intéresseraient? Toutes. Toutes? Oui. Puis j'essaie le théâtre en ce moment. Oui. Mishka Lavigne m'inspire énormément. D'ailleurs, c'est la dernière pièce que j'ai vue le 13 mars dernier ici à Ottawa, Copo. Copo, ben oui. Et le lendemain, tout était fermé. Alors, Mishka est vraiment un phare pour moi en ce moment. C'est quelqu'un qui donne énormément. Juste avec l'épiderme de ses mots, elle était, je pense, à Radio-Canada. Plus on écoute, plus on lit, oui. Hier. Alors, justement, et j'étais dans la maison, Fairview, en l'écoutant, et je me disais, oui, je vais recommencer à écrire du théâtre. Pour moi, c'est important. C'est un véhicule. Là, on ne parlera pas de COVID, mais c'est un véhicule d'aller à la rencontre du public. Et l'épiderme du souffle du public, lorsqu'on est sur scène, je le vis un peu avec le slam. Oui, c'est vrai. Et ça existe. Il y a quelque chose de tangible dans cet espace-là, dans le 4e mur imaginaire, où tout peut prendre vie et où tout est vrai. Même si on a l'impression que c'est un gros mensonge, mais disait Cocteau, je suis un mensonge qui dit toujours la vérité. Voilà. Mais donc, ça vous nourrit, justement, comme vous dites. Là. Oui, énormément. À un point boulimique. Ah oui. Voilà. Il y a d'autres gens qui vous inspirent aussi en matière de poésie aussi? Ah là, faut me... Non. Non? Aucun. Mais c'est là, correct. c'est un piège. C'est un piège. Parce que j'ai changé mon écriture il y a 2 ans. Oui, vous avez dit que voilà. votre écriture s'est beaucoup épurée. Oui. Pourquoi? C'est une rencontre. C'est une rencontre avec Marjolaine Beauchamp et Alex Deschênes. Je les ai vus sur scène et je me suis dit, c'est ça la poésie en ce moment. Et vraiment, l'écho qui s'est fait en moi, c'était je voulais aller dans ce chemin-là de gravelle. Parce que les autres font du slam, ils font du joual de bataille. Et j'avais envie de me frotter l'épiderme à leur épiderme. Avant, je faisais du José Clair. C'était propre, il n'y a rien qui dépassait. Ça m'ennuyait. En fait, c'était de la masturbation mentale. Là. Je faisais que du moi-même. J'avais envie de me lancer un propre défi, de sortir de cette ornière-là, de français trop pur, trop propre, pour me garrocher dans le vif,
puis de faire du à tue-tête. Il y a quelque chose de trash quand même, Oui. là, puis je le dis sans façon péjorative. Non, c'est un beau mot, trash. Dans l'abattoir des anges en particulier, dans Mordre jusqu'au sang dans le rouge à lèvres aussi. Oui, vous revendiquez ça? Oui, moi, je me revendique un poète trans et trash. Bon. 5 lettres, ça commence par les mêmes lettres, parfait. Donc, mais ce que je retiens, c'est que, comme vous dites, votre écriture a changé, justement, à la rencontre de ces personnes-là, Marjolaine Beauchamp, entre autres, vous disiez. Vous, Pierre Sanders, qui écrivez quand même depuis assez longtemps, qui avez plus d'une quinzaine d'œuvres à votre nom, est-ce que vous trouvez que votre écriture a changé? Comment a-t-elle évolué avec le temps? Oui, il y a une évolution évidente. Oui. Et puis, il y a des auteurs des rencontres, comme on l'évoquait tout à l'heure. Et au moment du parcours, il y a des rencontres qui se font, pas forcément même dans le domaine de la littérature, ça peut être dans le domaine du cinéma ou dans le domaine tout à fait tout simplement de la vie. Il y a des choses qui vous impactent et qui vous permettent d'évoluer d'une autre manière. Et mon écriture, oui, a évolué. Je ne pourrais pas exactement vous dire en quoi, puisque je n'ai pas réellement une réflexion sur comment j'écris, mais je le sens à l'intérieur. Elle évolue en fait en parallèle à la conscience qui évolue, votre perception qui s'affine, et puis aussi vos envies, ou des fois, comme l'évoque José, peut-être une forme de frustration ou d'ennui de se répéter ou de se connaître un peu trop bien, peut-être aussi. Parfois d'être soi-même son piège, donc d'essayer de se mettre un peu en danger ou d'explorer d'autres pistes. Mais se mettre en danger, quand même, vous êtes inspiré d'une œuvre quand même assez marquante du 20e siècle. Ça a dû vous faire peur? Ou du moins, avez-vous senti une certaine pression pour Silence Moon? Pas du tout, pas du tout, puisque c'était une œuvre que je relisais pratiquement toutes les années. Et il y avait une telle relation intime que je n'avais plus ce décalage qu'on peut avoir envers un classique dit un chef-d'œuvre, un classique. Je ne la mettais pas sur un piédestal. Elle était devenue tellement intime pour moi que je sentais simplement son pendant en moi. Donc c'est ce versant-là que j'ai voulu explorer. Et pas faire quelque chose de semblable ou d'égaler ou de me comparer. C'était pas du tout l'enjeu. Mais comparativement à ce que vous avez écrit précédemment, avez-vous trouvé que cette œuvre était plus facile ou plus difficile à écrire ou similaire? Différente. C'est pas plus difficile, pas plus facile. Ça a été très différente. Et puis c'était la première fois que j'ai écrit une œuvre entièrement la nuit. Donc ça aussi, c'était quelque chose d'intéressant à explorer. Pourquoi? La nuit, parce qu'il y a un rythme. Et vous avez aussi si vous travaillez de nuit, vous n'êtes pas du tout dans la même perception des choses, ni dans le même rythme. Et la tonalité intérieure n'est pas la même. Ça, je l'ai bien senti dans mon écriture, qui était beaucoup plus lente et plus nocturne, quelque part. Une écriture beaucoup plus fluide aussi, mais un peu comme, vous savez, un peu comme un fleuve qui roule ses eaux sous un pont pendant la nuit. Vous sentez une dimension du sauvage qui est là plus forte que le jour. Là, je sentais que j'étais en connexion avec quelque chose qui était... je pense à Wittgenstein qui disait d'ailleurs que l'art, la littérature, c'est un animal sauvage, mais pour moi, c'est extrêmement important de conserver cette animalité-là, mais aussi cette sauvagerie-là. Donc, la nuit, je la sens beaucoup plus présente. Vous étiez en symbiose avec votre loup des steppes intérieur, si j'ai bien compris, c'est ça? C'est ça. Tout à fait. On a d'autres questions du public. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Il me reste encore quelques minutes, donc pour quelques questions. La prochaine est pour vous, Pierre. Pourquoi cette recherche et cette passion pour les mots recherchés, voire surannés? Parce que c'est vrai, je vais vous dire que j'ai lu Silence Moon et j'ai vérifié mon dictionnaire ou une application du genre sur mon téléphone à peu près à chaque 3 pages. C'est peut-être plus particulier à cette œuvre, et aussi la précédente, puisque j'écrivais à partir d'œuvres qui ont été écrites quand même au début du XXe siècle. Et il y a une forme de correspondance qui se crée. Oui. Je n'ai pas collé non plus à l'histoire à cette époque-là, mais j'ai lu quand même beaucoup de littérature de cette époque pour capter un petit peu l'ambiance, pour capter un petit peu le langage qu'il y avait à cette époque-là, d'où la forme peut-être un peu désuète parfois. Par exemple, dans mon prochain roman, L'énigmaire, qui va paraître en janvier, normalement, selon la crise sanitaire, le langage, je pense, est beaucoup moins désuet, beaucoup moins marqué par un passé.
Vous, José Claire, la recherche du langage, on parlait de votre façon d'écrire un petit peu plus tôt, ça vient du ventre, tout ça, c'est parfois spontané. Est-ce qu'il y a une recherche j'imagine qu'il y a une recherche pour la sonorité parce qu'on est en poésie, mais c'est quoi votre recherche par rapport au vocabulaire? Est-ce qu'il y en a une? En fait, c'est de se frotter à ce qui existe en ce moment. J'essaie d'être le plus up-to-date dans le français et dans le franglais. Oui. Alors, quand un mot, pour moi, fit dans la phrase, au niveau du sens, qu'il soit en anglais, en français ou en espagnol, ça ne me dérange pas. Pour moi, c'est celui qui va être le mieux enraciné dans son sens, même s'il est interdit, pour justement exprimer la vraie image que je veux donner. Non, et idem pour vous, Pierre, justement, je pense que c'est ça. Vous allez chercher le mot qui permet l'image. Et c'est intéressant ce que vous dites, c'est que comme, justement, votre œuvre était en résonance à celle de Hesse et qu'en plus, ça se passait, dans les années 30, vous avez voulu aller rechercher ce vocabulaire-là. Effectivement, c'est pas évident, j'imagine. Vous-même avez dû faire beaucoup de recherches, j'imagine, ou c'est votre vocabulaire régulier? Pas vraiment, c'est pas mon vocabulaire régulier, mais c'est vrai que même quelque part, je n'ai même pas cherché à écrire dans le style de cette époque-là. C'est quelque chose qui s'est imposé de soi-même. Je dirais que c'est l'œuvre elle-même, l'intelligence de l'œuvre qui demande à être écrite d'une certaine manière. Et tout mon travail, justement, est de me mettre en symbiose avec ce que l'intelligence de cette œuvre demande et d'être dans la justesse, justement. Oui, c'est pas toujours évident, effectivement, de trouver le mot juste. J'ai une autre question du public. Comment le langage de José Claire, loin de celui de Pierre Sandors à la facture plus classique, pourront se nourrir l'un l'autre, selon eux? Je vous pose la question à vous, José, en premier. C'est astrologique. Pierre et Sagittaire, je suis Gémeaux. On est deux signes opposés, mais complémentaires. Ah. Je pense que je peux apporter... Tant bien que je sois entre vous deux, moi, je suis Poisson. Je pense que c'est exactement entre les deux. Je pourrais vous parler après. OK? Je ferai votre carte du ciel. C'est bon. Voilà. Mais justement, quand on est différent, mais qu'on a un but commun, on peut mettre toutes ces deux forces-là, qui sont du feu ou de l'air, et faire un merveilleux feu d'artifice ensemble. Quand les gens sont trop semblables, ils font du surplace. Pour vous, Pierre, comment l'écriture de José, qui est différente, qui s'abreuve du joual, entre autres, qui est plus trash, on l'a dit, comment vous pensez que ça peut vous inspirer, vous parler? Moi, je suis très pour les collisions, les contrastes. Donc, je l'accueille vraiment avec beaucoup de plaisir. Et ce que dit également José m'interpelle, puisque je suis assez intéressé par l'astrologie. Et ce qu'il a oublié de dire, je crois qu'il est ascendant Cancer. Oui, comme vous. Et je le suis également. Donc, on a des points communs aussi au niveau astrologique qui sont importants. Et Cocteau était Cancer. Ah oui? Cancer, effectivement. Je sais pas que vous avez fait la carte du ciel de Jean Cocteau aussi, José. Vous m'impressionnez. Écoutez, il y a la fantastique résidence, il y a d'autres activités aussi. Il y a cette nuit de l'étrangeté. Comment vous entrevoyez ça, José? En fait, c'est s'éclater. Oui. Justement, de redonner tout ce qu'on peut avoir macéré à l'intérieur dans ce corps palimpseste. Ça, je fais exprès pour vous montrer que je sais des grands mots à 2000 €. Justement, c'est de rencontrer le public. Il va être derrière des écrans, il va être invisible, je sais. Mais on les sent pareil. Et c'est de livrer ce que j'aurais pu écrire, ce que m'auront inspiré les fantômes réels ou mensongers de cette maison-là, et de le redonner, de le remâcher et de l'éjaculer à la face du public, tout simplement. Au public consentant, évidemment, 18 ans et plus, il n'est pas là. Non, c'est sûr. Ça reste dans le domaine du fantasme. Effectivement, ça va être plus l'écran. C'est le 21 novembre, si vous voulez assister à cela. Par contre, apportez vos mouchoirs. Vous, de votre côté, Pierre, évidemment, donc, il y a cette nuit de l'étrangeté qui va se faire virtuellement. Comment vous entrevoyez ça? J'aimerais beaucoup, dans la même manière qu'on va au cinéma, que ce soit une immersion, que ce soit quelque chose qui vous happe dans une forme d'intériorité et d'étrangeté. Vous croyez aux fantômes, vous, José? Vous en avez parlé à quelques reprises, les fantômes de la maison. Je veux bien y croire si eux croient en moi. Ah, ça, c'est une bonne réponse. Vous, Pierre, on a parlé d'astrologie, mais les fantômes, vous y croyez? Les fantômes, c'est-à-dire pour moi les morts, l'esprit des morts? Oui, tout à fait, j'y crois. Je crois même que parfois, c'est peut-être leur voix que je peux percevoir dans ce que j'écris.
Effectivement, ça qui remonte à la surface, là, un petit peu, comme vous disiez précédemment. Mais pourquoi pas? Je pense que j'ai le temps de prendre une dernière question du public. Deux dernières questions, on me fait signe de deux dernières questions. Merci beaucoup, justement, d'avoir participé et d'avoir nourri cette discussion. D'où vient le titre Silence Moons, autre que la chanson? L'un et l'autre peuvent-ils décrire l'autre? Ah, ça, c'est la première question. Oui, bon, voilà. Alors, je repose pour que ça soit clair. D'où vient Silence Moon, autre que la chanson? Ça vient d'où, ce titre-là? D'un rêve. Un rêve. Je me suis réveillé. Ça m'arrive parfois pour certains livres. J'ai vu ce titre-là dans mon rêve et je me suis posé la question. J'aimais bien la sonorité de Silence, qui est quand même proche de silence, mais qui ne s'écrivait pas de la même manière. Et j'étais intrigué. Et j'ai fait des recherches sur Internet et j'ai trouvé finalement que ça renvoyait à une divinité étrusque qui est très mal connue. On a très peu trouvé de choses d'elle, mais qui renvoie à la fatalité, au destin et aussi au silence. Ah, ça c'est intéressant, je ne savais pas. Moi, j'ai fait des recherches, j'ai trouvé que c'était un mot latin, mais je n'avais pas trouvé la divinité étrusque. Et vous, c'est ça, effectivement, on parlait donc de ce titre. Vous, Josée Claire, vos titres sont assez évocateurs, merci, à l'abattoir des anges, entre autres. C'est des coups de poing. C'est des coups de poing, oui, c'est ça. C'est pour accrocher, c'est pour happer, c'est pour vous? Ça devrait résumer ce qu'il y a à l'intérieur du livre lorsqu'il est fermé. C'est ça qui transparaît à la surface comme une tache de sang lorsqu'on est menstrué et qu'on ne voudrait pas que ça apparaisse dans notre jupe. Mais je veux qu'on aille le focus dessus. Je veux qu'on fasse le zoom sur cette tache de sang. Et parlant de taches de sang, vous parlez donc dans Mordre jusqu'au sang dans le rouge à lèvres, beaucoup de la couleur rouge, qui est une couleur vraiment qui vient vous chercher. Vous portez des pantalons rouges, vous avez le mouchoir à la poche qui est rouge aussi. C'est une couleur qui est évocatrice? Oui, parce que si on reparle de menstruation, tellement c'est fondamental pour une fille. Et pour moi, c'était un calvaire que d'être menstruée. Donc, c'est devenu une Ça ne cadrait pas avec qui vous étiez, qui vous ressentiez que vous étiez. Non, c'était un choc total. Alors, il a fallu que je supporte ce rouge-là. Mais j'aime cette couleur-là parce que c'est toute la passion, c'est toute l'énergie. C'est en fait des lieux communs que je dis ici. Mais le rouge, pour moi, c'est juste le commencement de la vie. C'est lorsque le bébé, le fœtus est expulsé du vagin et que là, il rencontre la vie. Pour moi, la vie est rouge. On va terminer avec cette dernière question. L'un et l'autre, vous, Pierre et Josée, peuvent-ils décrire votre homologue en un seul mot? Je commence avec vous, Pierre. Un mot pour décrire Josée. Une forme de turbulence qui est une effervescence et qui est un peu comme une cascade. Je le sens comme ça. C'est pas un seul mot, mais correct. C'était d'excellents mots qui, je pense, effectivement, le décrivent bien. Turbulence, effervescence, cascade. Des quasi-synonymes. Vous, Josée, un mot pour décrire Pierre? Ouais, si vous en faites deux ou trois, c'est pas grave. Il y en a deux. Ordalie par le feu. Ordalie par le feu. 4. Mais pourquoi? Premièrement, c'est un Sagittaire, c'est un signe de feu. Mais ce monsieur-là, je le connais pas. Je le connais à peine parce que j'ai lu de lui. Mais il a une énergie avec des racines, mais aussi une énergie dans les antennes. C'est un câble optique. C'est quelqu'un qui passe tous les orages, tous les tonnerres, tous les éclairs et qui en fait de la beauté. Et moi, il me séduit. J'ai lu Archives du vent, où là, c'est un film en noir et blanc. Et j'ai trouvé ça génial. Ça me faisait tellement de bien. Il me reste 50 pages. Faut pas voler la fin. Mais c'est ça, c'est un conducteur électrique que Pierre s'endorse. Conducteur électrique. Qu'est-ce que vous en pensez, Pierre? Je suis très content de l'image du feu. J'aime beaucoup. Oui. Écoutez, merci beaucoup à vous deux. Merci Josée Claire, merci Pierre Sandors, merci de votre prêté au jeu de l'entrevue. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, une bonne nuit aussi, Pierre. J'espère qu'elle sera réparatrice parce que vous êtes en résidence, hein. Il faut être au travail, chop, chop, chop. Et puis, on vous souhaite beaucoup d'inspiration. On vous souhaite que tout ça percole à la surface pour que vous en tiriez l'essence, que vous nous en fassiez profiter. Vous aussi, Josée, bonne chance avec cette résidence. Amusez-vous, éclatez-vous. Oui, on a hâte de voir le résultat de cet éclatement sur les pages. Et puis, merci beaucoup de votre présence à cette entrevue. Merci à vous, Hugues. Merci, puis merci à vous d'avoir été là. Et puis, à la prochaine, bien sûr, je vous rappelle qu'il y a cette nuit de l'étrangeté le 21 novembre. Il y a d'autres activités auxquelles plutôt se prêteront Pierre Sandors tout au long de cette résidence. Et puis, je vous invite, bien sûr, à consulter les pages, entre autres, du Salon du livre de l'Outaouais pour en savoir davantage. Merci beaucoup, merci de vos questions. Ici Hugues Bourdin-Dumouchel, je vous dis bonne soirée et à la prochaine.